Que fera la Russie une fois la guerre en Ukraine terminée? Poutine va-t-il limiter ses pertes et consolider son emprise à l'Est, ou la victoire lui donnera-t-elle assez de confiance pour affronter directement l'organisation du traité de l'Atlantique Nord? Nous répondrons à cela et plus encore en plongeant dans l'esprit du dictateur russe et en analysant ses actions récentes pour prédire ce que le fou fera si la fin de ce conflit arrive jamais à passer. Avant de pouvoir prévoir avec précision ce qui pourrait se passer lorsque la guerre russo-ukrainienne se termine, nous devons examiner comment la guerre se déroule après plus de 2 ans de conflit. Personne ne peut oublier comment le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a lancé une invasion inattendue et totalement non provoquée de l'Ukraine. Cela a déclenché le plus grand conflit armé que l'Europe ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, alors que les combats continuent, que les pertes s'accumulent et que la crise humanitaire s'aggrave, le monde entier se demande comment le conflit évoluera en 2024. Si un règlement négocié est possible, et si oui, quelles sont les implications potentielles d'un tel accord? Par-dessus tout, comment l'Occident continuera-t-il à tenir Poutine responsable tout en atténuant les risques d'une guerre plus large entre la Russie et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord? Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, et peut-être même avant cela, Poutine rêve de prendre le contrôle de l'Ukraine et de redonner à la Russie sa puissance de la guerre froide. Mais au cours des 2 dernières années, la Russie n'a pas réussi à capturer Kiev, à prendre le contrôle du gouvernement ukrainien, ni à étouffer l'esprit du peuple ukrainien. L'erreur de Poutine est particulièrement évidente aujourd'hui, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd G. Austin III dans une déclaration le mois dernier. Les forces du Kremlin n'ont pas réussi à gagner la bataille de Kiev, à renverser le gouvernement élu démocratiquement de l'Ukraine, ni à briser la volonté des Ukrainiens. On peut dire en toute sécurité que l'orgueil de Poutine a été renforcé par sa confiance mal placée dans la force des forces militaires russes et des rapports de renseignement. Cela était compréhensible, étant donné que de nombreux pays, y compris les États-Unis, pensaient que l'Ukraine et le gouvernement du président Zelensky ne résisteraient jamais aux forces militaires russes. Ces 2 calculs se sont avérés incorrects. À la grande surprise de la Russie et de l'Occident, l'Ukraine a connu beaucoup plus de succès que prévu. Les troupes ukrainiennes ont repris plus de la moitié du territoire souverain qui a été saisi par les forces du Kremlin en 2022. De plus, au cours des 2 dernières années, la Russie a subi des centaines de milliers de pertes, perdu du matériel significatif et a sérieusement entamé le moral et la confiance de son armée. Un rapport de renseignement américain déclassifié de plus tôt cette année a estimé que la guerre a coûté à la Russie au moins 315 000 pertes, environ 50 000 de ces pertes étant des décès, soit près de 90% du personnel qu'elle avait lorsque le conflit a commencé. Le rapport a également estimé que les pertes de Moscou en personnel et en véhicules blindés face à l'armée ukrainienne ont retardé l'effort de modernisation militaire de la Russie de 18 ans. Donc comment la Russie se comporte dans la guerre et ce qu'elle pourrait faire après la guerre pourrait très bien dépendre du financement et du soutien que l'Ukraine reçoit dans les mois à venir et tout au long du reste de l'année. Une grande partie de la trajectoire de la guerre russo-ukrainienne sera dictée à des milliers de kilomètres aux États-Unis, car l'Amérique a été le plus grand donateur unique à l'Ukraine depuis le début de l'invasion. Le financement continu de l'Ukraine est loin d'être assuré en 2024 et beaucoup dépend du gagnant de l'élection présidentielle américaine en novembre. Le monde regardera de près alors que le président américain Joe Biden affrontera l'ancien président américain Donald Trump, ce dernier ayant cultivé des relations étroites avec la Russie et Poutine. Le résultat de l'élection pourrait annoncer un changement sismique dans l'attitude et le soutien envers Kiev. Selon le Bureau des affaires politico-militaires, les États-Unis ont fourni environ 44,2 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie en février 2022 et plus de 47 milliards de dollars d'aide militaire depuis 2014. Cette aide inclut de l'argent, des équipements militaires, des machines, de la nourriture et d'autres ressources humanitaires. Les États-Unis ont également fourni 21 radars de surveillance aérienne, plus de 2 155 000 obus d'artillerie des missiles à longue portée et des chars Abrams, et ont accepté de faire don d'une flotte de leurs impressionnants avions de chasse F-16. Il y a des préoccupations de la part du monde occidental que, compte tenu des bonnes relations précédentes de Trump avec Moscou et de la politique America First, l'aide pour l'Ukraine pourrait diminuer ou se tarir complètement s'il retourne à la Maison-Blanche. Pour sa part, Trump a déclaré qu'il serait capable de résoudre la guerre en Ukraine en un jour s'il était réélu, soulignant qu'il serait capable de convaincre les dirigeants de l'Ukraine et de la Russie de conclure un accord. Cependant, Trump n'a jamais précisé exactement comment il y parviendrait ou quelles conditions seraient établies dans l'accord de paix. Et si la guerre est terminée et qu'un traité de paix est signé, la Russie respectera-t-elle les conditions de l'accord? De plus, même si Poutine laisse l'Ukraine tranquille, la confiance de cette victoire renforcera-t-elle son moral et le conduira-t-elle à attaquer un autre pays européen?
Malgré une diminution de soutien populaire depuis le début de la guerre, Poutine a aisément remporté l'élection de mars, assurant son 5e mandat présidentiel. Il va probablement sans dire, cependant, que cette élection, comme presque toutes les élections les plus récentes de la Russie, était à peine une affaire démocratique. La guerre de la Russie en Ukraine a précipité la consolidation sans merci du pouvoir au Kremlin. Le régime de Poutine, entre peur et confiance, se montre de plus en plus audacieux face à l'opposition. Il n'est pas surprenant que le Kremlin contrôle étroitement qui va concourir contre Poutine. Lors de cette dernière élection, ils n'ont autorisé qu'un seul candidat à exprimer une position anti-guerre. Cela a été habilement fait pour montrer qu'en perdant, le candidat anti-guerre montrait que les citoyens soutenaient la guerre et qu'ils soutenaient à leur tour ardemment Poutine. Des foules de personnes ont fait la queue partout en Russie pour signer des pétitions en soutien à lui. La commission électorale centrale a ensuite refusé son enregistrement. Il est clair que la guerre semble avoir levé beaucoup de limites sur les actions de Poutine. L'élection présidentielle a pleinement démontré cela. Alors qu'au début de sa présidence, Poutine maintenait le vernis d'une démocratie gérée ou d'une démocratie souveraine à la russe, en permettant une opposition mise en scène et contrôlée, le Kremlin resserre désormais le contrôle de l'État sur presque toutes les formes d'expression. Par exemple, lorsque le leader de l'opposition Alexeï Navalny est mort en prison en février 2024 alors qu'il purgeait une peine de 3 décennies, la police a rassemblé et arrêté ceux qui sont sortis pour protester et dénoncer la guerre ou le Kremlin. Avec un contrôle et un pouvoir croissant, la Russie pourrait se sentir encouragée à envahir d'autres nations à la suite de la fin du conflit avec l'Ukraine. Quelle que soit la décision de la Russie, elle devra d'abord reconstruire son économie avant même de penser à envahir un autre pays. Cela est en grande partie dû aux sanctions imposées à la Russie par le monde occidental, et bien que la menace de telles mesures n'ait pas suffi à dissuader Poutine de lancer davantage d'attaques, cela a certainement nui à l'économie russe. Nous savons que les restrictions à l'exportation vers la Russie ont réduit la production dans plusieurs secteurs industriels. Le plafonnement du prix du pétrole maritime importé de Russie, une sanction qui remonte à la fin de 2022, a eu un grand effet négatif sur les recettes fiscales fédérales du pays. C'est très significatif, car jusqu'à 40% des recettes fiscales fédérales de la Russie provenaient du secteur de l'énergie avant la guerre, donc les sanctions et punitions économiques occidentales semblent efficaces. Mais ont-elles fonctionné en pratique? Immédiatement après le début de l'invasion il y a 2 ans, la Russie a été très proche d'une crise financière totale. La valeur externe du rouble russe a chuté d'environ 30% en seulement quelques jours, et les Russes ont rapidement commencé à retirer de l'argent de leurs banques. La communauté internationale espère qu'en limitant l'accès de la Russie aux instruments financiers internationaux, il sera impossible de poursuivre la guerre en Ukraine et de les empêcher de faire la guerre à d'autres nations. Le Conseil des relations étrangères estime que la saisie de 300 milliards de dollars d'actifs de la Banque centrale russe gelée par les nations du G7, dont 205 milliards se trouvent dans l'Union européenne, est présentée comme une source de financement potentiel pour l'Ukraine. Alors que les États-Unis, la Belgique, la Tchéquie et l'Estonie ont cherché comment utiliser l'argent dans un contexte national, le débat au sein du G7 a persisté en raison des préoccupations liées au droit international et des craintes de représailles russes. Les nations du continent sont particulièrement craintives de ce futur potentiel, car beaucoup pensent qu'après la fin de la guerre, la Russie fera un mouvement sur d'autres pays européens. Certes, face à une Russie plus agressive, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pourrait jouer un rôle clé pour empêcher d'autres conflits. Cela étant dit, il y a encore beaucoup d'incertitudes quant à la manière exacte dont l'Occident réagirait si la Russie déclarait la guerre à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les choses sont toujours plus complexes qu'il n'y paraît. Un problème prévisible est la tendance de la Russie à prendre des risques et à sous-estimer les conséquences de ses actions. Cela a du sens car la recherche en sciences politiques montre que les autocrates personnalistes comme Poutine sont les plus enclins à faire des erreurs, en partie parce qu'ils s'entourent d'approbateurs et de loyalistes. Comme nous l'avons vu au cours des 2 dernières années, le Kremlin a déjà sérieusement sous-estimé à la fois sa capacité à vaincre rapidement l'armée ukrainienne, ainsi que la réponse de l'Occident à l'invasion. Sans aucun doute, dès que la Russie reconstruira ses forces après les combats, de nombreux experts internationaux pensent que Moscou pourrait rassembler à nouveau ses troupes dans les 2 à 5 prochaines années, et cela pourrait à nouveau représenter une très grande menace pour les pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à l'Est. Bien qu'on puisse soutenir que les troupes de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sont plus fortes et mieux financées que celles de la Russie, beaucoup dépendra de la question de savoir si les États-Unis continuent à s'engager dans l'alliance et ne participent pas à un conflit majeur ailleurs. Le reste de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord n'est pas non plus uni.
Le mois dernier, le président Macron a indiqué qu'il ne pouvait pas écarter l'éventualité d'envoyer des troupes en Ukraine à l'avenir. Après ces remarques controversées, de nombreux dirigeants se sont distanciés de lui, tandis que d'autres, notamment en Europe de l'Est, ont exprimé leur soutien à Macron dans sa déclaration. Le leader français a encouragé les Européens à être forts et prêts à réagir. Il a dit qu'il était important pour l'Europe de ne pas tracer de ligne rouge, ce qui signalerait une faiblesse au Kremlin et encouragerait la Russie à poursuivre son invasion de l'Ukraine. Il n'a cependant pas fourni de détails supplémentaires sur ce à quoi pourrait ressembler un déploiement en Ukraine, ni quand un tel événement pourrait se produire. Mais avant même de pouvoir spéculer sur le rôle que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pourrait jouer après la guerre, nous devrions parler de quand et comment la guerre pourrait se terminer. Il y a plus d'un résultat probable, ainsi qu'une variété de fins potentielles. Une victoire ou une défaite totale pour l'Ukraine ou la Russie ne peut pas être écartée comme une possibilité, mais ce sont les résultats les moins probables compte tenu de la façon dont cette guerre s'est déroulée jusqu'à présent. Bien qu'il y ait de plus en plus d'inquiétudes concernant la percée russe à travers les lignes ukrainiennes et des discussions sur le contrôle russe sur le terrain, la persévérance ukrainienne reste forte. Si la Russie se rapprochait d'une défaite de l'Ukraine, cela susciterait probablement un soutien militaire européen et américain supplémentaire pour éviter non seulement un effondrement ukrainien, mais aussi des dommages considérables au prestige occidental. Pour régler la guerre russo-ukrainienne par la voie diplomatique, plusieurs analystes ont suggéré que l'apparente impasse militaire devrait être acceptée dans un accord de cessez-le-feu dans lequel l'Ukraine serait divisée le long des lignes de bataille actuelles. Cela signifierait également inclure un accord qui décrit l'acceptation légale formelle de l'annexion de la Crimée par la Russie et des zones qu'elle contrôle maintenant dans le sud-est de l'Ukraine. Une autre possibilité plus plausible serait de laisser la question de l'acceptation formelle ouverte à une négociation ultérieure après la fin des hostilités armées. Alors, que ferait la Russie en cas de cessez-le-feu? Il pourrait y avoir plus de soutien pour la paix que prévu. Après tout, même si le gouvernement ne l'admet peut-être pas, le public russe semble se lasser des mobilisations et de la durée du conflit. Certes, les Russes ne veulent pas que leur pays soit perçu comme le perdant, mais déjà aujourd'hui, environ la moitié des personnes interrogées par l'organisation de recherche non gouvernementale russe Levada soutiennent constamment un cessez-le-feu, y compris jusqu'à un tiers de ceux qui disent soutenir les actions des troupes russes. Si les forces russes ne peuvent plus sembler réaliser de grands gains sans appel supplémentaire, les pressions pourraient augmenter sur le Kremlin pour accepter un cessez-le-feu négocié. Une autre issue possible serait une impasse totale entre les deux pays. Le front se fige, comme ce fut le cas dans le Donbass en 2014 et les autres guerres post-soviétiques en Transnistrie, en Ossétie du Sud et en Abkhazie, dans un paysage miné désolé avec un cessez-le-feu informel qui est constamment perturbé par des tirs et des drones de milices incontrôlables de toutes sortes. Ni paix, ni guerre. C'est comme si la zone était en pause, ou simplement figée dans le temps. Cela signifie que ni les économies ne peuvent se développer ou progresser, ni elles ne peuvent se reconstruire ou se remettre des combats. Alors que tous les scénarios possibles sont sur la table, 2024 semble être une année de consolidation pour Kiev et Moscou, car de nombreux rapports indiquent que la Russie manque d'équipements et de personnel formés pour lancer une offensive stratégique jusqu'au printemps 2025. Si la guerre se termine, que ce soit cette année ou dans les prochaines années, elle déclenchera certainement un réalignement des puissances régionales qui affecterait non seulement l'Europe, mais aussi l'Asie et l'Afrique. La Russie pourrait vouloir renforcer ses alliances avec les pays voisins et influencer les dynamiques régionales. Cela pourrait perturber les équilibres géopolitiques et tendre potentiellement les relations avec les puissances occidentales. Alternativement, la guerre russo-ukrainienne pourrait être fusionnée dans un conflit plus large entre les États-Unis et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et la Russie et la Chine. Un conflit militaire sino-américain sur Taïwan est certainement quelque chose qui pourrait se produire dans l'année ou deux à venir. Un tel conflit pourrait se produire si Taïwan déclare son indépendance et que Pékin réagit militairement, incitant les États-Unis à intervenir et à protéger l'île. La Russie, avec le soutien de la Chine, pourrait alors élargir le champ de la guerre en Ukraine pour inclure l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, espérant que les forces américaines seraient surmenées à mener une guerre sur deux fronts à des milliers de kilomètres de distance. Bien que cela représenterait une contrainte pour les États-Unis, pour l'Ukraine, un conflit exacerbé pourrait être bienvenu, déchaînant toute la force de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord contre son voisin envahisseur. Dans ce scénario, Moscou pourrait envisager l'usage d'armes nucléaires tactiques, surtout si les forces de Poutine sont fortement repoussées en Russie. Bien que beaucoup plus petit que la Chine, la Russie a longtemps eu un allié loyal en Biélorussie. Après s'être séparée de l'Union soviétique déclinante au début des années 90, la Biélorussie s'est davantage alignée sur la Russie. Cela contraste avec les voisins de la Biélorussie, opposés à la guerre et à Poutine.
Les liens entre la Biélorussie et la Russie se sont renforcés depuis que Poutine a envahi l'Ukraine et ont continué à se développer. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a permis que son pays serve de base de préparation et d'armement nucléaire russe, tout en évitant d'engager ses troupes dans la guerre. Cela est en partie dû au fait que Poutine a soutenu le gouvernement de Loukachenko pendant de nombreuses années et est venu à son secours suite à une élection contestée en 2020 qui a déclenché un soulèvement populaire, une répression et des sanctions. L'Afrique a également été récemment entraînée dans la conversation, certains se demandant comment les dirigeants africains pourraient jouer un rôle en soutenant l'un ou l'autre côté du conflit. Au cours de la dernière décennie, la Russie a intensifié sa présence à travers l'Afrique, se repositionnant comme une puissance émergente dans la course mondiale pour l'influence sur le continent. Pour cette raison même, il ne serait pas surprenant que l'Afrique ait été une troisième voie dans la guerre russo-ukrainienne, un conflit qui se déroule loin des frontières du continent. Le Sénégal, connu pour son inclination envers la Russie dans le conflit, s'est récemment abstenu lors du vote de l'Organisation des Nations Unies pour suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme. Cependant, certains disent qu'il est irréaliste de s'attendre à ce que les 55 États d'Afrique aient une position commune sur une question d'une telle importance. Après tout, la Russie a une forte présence militaire en Afrique et a été le plus grand vendeur d'armes au continent depuis plus d'une décennie. De nombreux pays africains soutiennent actuellement la Russie, qui fournit maintenance, formation et soutien militaire privé au continent. Dans le passé, la Russie a soutenu les partis politiques communistes locaux et les insurrections militaires et entretient une relation étroite avec le parti anti-apartheid d'Afrique du Sud, le Congrès national africain. Attendez-vous à ce que la Russie continue à faire cela dans la période suivant la guerre, car cela semble être dans leurs intérêts financiers. Comme on dit, si ce n'est pas cassé, n'y touchez pas. La guerre a sans doute été préjudiciable pour l'ensemble de l'Afrique. La guerre a fait monter les prix du pétrole, de la nourriture et des engrais à l'échelle mondiale, et les simulations suggèrent qu'une hausse de 10% de ces prix pourrait réduire le produit intérieur brut annuel de l'Afrique de 7 milliards de dollars. En fin de compte, ce que la Russie fera dans un avenir proche dépendra certainement de l'issue de la guerre. Si la Russie triomphe, cela incitera sûrement à davantage d'agressions du Kremlin. Une victoire ukrainienne pourrait signifier la fin de la domination russe dans la région. La Russie montrerait non seulement ses muscles sur le champ de bataille, mais serait également susceptible d'utiliser des techniques cybernétiques avancées pour affirmer son pouvoir. L'évaluation annuelle des menaces 2023 du Bureau du directeur du renseignement national indique que la Russie restera une menace cybernétique majeure, alors qu'elle affine et utilise ses capacités d'espionnage, d'influence et d'attaque, et que la Russie se concentre particulièrement sur l'amélioration de sa capacité à cibler les infrastructures critiques, y compris les câbles sous-marins et les systèmes de contrôle industriel, aux États-Unis ainsi que dans les pays alliés et partenaires, car la compromission de ces infrastructures améliore et démontre sa capacité à endommager l'infrastructure en cas de crise. Ce même rapport soutient qu'avec 2024 comme année électorale pour l'Amérique, Moscou verra les prochaines élections comme des opportunités pour déployer des opérations d'influence. Beaucoup soutiennent que la Russie réfléchit à la manière dont les résultats des élections affecteront le soutien des États-Unis à l'Ukraine et tentera probablement d'influencer les élections de manière à soutenir au mieux ses intérêts et ses objectifs, note le rapport de l'Office du directeur du renseignement national. L'activité récente parrainée par l'État russe a inclus des opérations de logiciels malveillants destructeurs et de rançongiciels. Il est crucial de prioriser la correction des vulnérabilités exploitées pour augmenter la résilience face à la menace, car la Russie envisage depuis longtemps d'utiliser Internet et le cyberespace pour obtenir un avantage sur l'Occident. À ce stade, nous pouvons tous convenir que si la Russie gagne, l'Europe et le monde tel que nous le connaissons changeront complètement. Pour commencer, une victoire russe infligerait très probablement une terrible justice du vainqueur aux Ukrainiens. Après tout, c'est précisément ce que les Russes ont déjà fait en Ukraine. Exécution, castration, torture et enlèvement d'enfants. Une organisation du traité de l'Atlantique Nord discréditée ferait face à son plus grand test. La Russie absorberait alors probablement, si elle ne contrôle pas entièrement, toutes les zones de l'Ukraine et des environs qu'elle saisit, élargissant ainsi l'empreinte militaire et la base de ressources de la Russie. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et l'Union européenne sont peut-être les alliances multinationales les plus fortes qui restent dans un monde nationaliste. Poutine chercherait certainement à prouver qu'ils ne résisteront pas à Moscou. S'il attaquait d'autres zones en Europe, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord enverrait probablement des troupes, mais combien de temps cela fonctionnerait-il pour dissuader les forces russes? Envisageons la situation ainsi. Après le retour de centaines de soldats américains ou de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord morts, les dirigeants internationaux réclameraient la paix, c'est-à-dire des accords de paix inapplicables avec Poutine. Les pays occidentaux pourraient théoriquement se retirer, affirmant avoir rempli leurs obligations selon l'article 5 des traités de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord,
stipulant leur devoir de combattre pour un allié. Personne ne voudrait escalader vers une guerre nucléaire, quelque chose qui pourrait très bien arriver. Si la guerre finit par une victoire russe, cela représenterait une défaite stratégique auto-infligée pour les États-Unis en Ukraine. L'Amérique à l'Ouest risquerait une guerre plus grande et plus coûteuse en Europe. Les États-Unis feraient face à la pire menace de la Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique, car une Russie victorieuse émergerait probablement reconstituée et plus déterminée à saper l'Amérique et serait confiante qu'elle le pourrait. Une victoire russe diminuerait la dissuasion de l'Amérique dans le monde, encourageant d'autres personnes ayant une intention explicite ou latente de nuire aux États-Unis. Maintenant, d'autre part, si l'Ukraine gagne, la première question serait une reconstruction de l'Ukraine elle-même. La Banque mondiale a estimé le coût à 630 milliards de dollars. Cela ne viendra pas des réparations d'une Russie vaincue. Ce sera une tâche mondiale de dimension similaire au plan Marshall, qui était une initiative américaine mise en œuvre en 1948 pour fournir une aide étrangère à l'Europe de l'Ouest. Les États-Unis ont transféré 13,3 milliards de dollars dans des programmes de relance économique aux économies de l'Europe de l'Ouest après la fin de la Seconde Guerre mondiale. De plus, l'Ukraine continuerait très probablement à pousser pour entrer dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a déclaré qu'il est inévitable que l'Ukraine devienne membre, mais pas avant la fin de sa guerre avec la Russie. Il convient de noter qu'avant l'offensive de 2022, les sondages indiquaient que les Ukrainiens avaient des opinions partagées sur l'adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et à l'Union européenne. Plus de la moitié des personnes interrogées, sans compter les résidents de Crimée et des régions contestées à l'Est, soutenaient l'adhésion à l'Union européenne, tandis que 40 à 50% étaient en faveur de l'adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le président Zelensky a sollicité une admission rapide de l'Ukraine. En septembre 2022, il a soumis une demande formelle pour que l'Ukraine rejoigne l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, poussant également pour un processus d'admission accéléré pour ce bloc. Beaucoup d'analystes occidentaux affirment que, comme pour la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, son adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à court terme semble peu probable. Se tournant vers l'avenir et ce qui se passera tout au long du reste de 2024, la guerre Russie-Ukraine continuera probablement jusqu'à ce qu'un côté soit épuisé. La seule façon de mettre fin à la guerre est de vaincre Poutine, la cause principale du conflit. Toutefois, même une défaite russe peut ressembler à une pause, les combats risquant de reprendre plus tard. Et une question majeure qui semble toujours prédominer, si l'Ukraine gagne, la Russie acceptera-t-elle le résultat? Beaucoup pensent qu'au final, la violence, même à grande échelle, se reproduirait très probablement. Cela a été le cas dans la plupart des conflits gelés de la zone soviétique, y compris dans les régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, qui ont été de facto intégrées à la Russie après l'intervention militaire de cette dernière en 2008 et au Nagorno-Karabakh, où une impasse de 30 ans a pris fin l'année dernière, lorsque les troupes azerbaïdjanaises ont envahi l'enclave arménienne. Si cela se produit, l'Occident aurait du mal à revenir à sa stratégie initiale de soutien militaire à l'Ukraine, où il serait confronté à devoir accepter de nouvelles avancées de la Russie et un paysage de sécurité beaucoup plus dégradé en Europe et au-delà, et à gérer les retombées d'une défaite ukrainienne. Découvrez quel pays Poutine va envahir ensuite, ou regardez ceci.